Bonjour à tous, aujourd'hui sur Ultra Green, on va parler de l'IA et de l'éducation. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur l'open source et l'éducation. Cette fois-ci, on va essayer de regarder en quoi l'IA peut être un vrai avantage pour les élèves, pour les étudiants comme pour les enseignants, mais aussi un véritable écueil. Jingle! Alors cette vidéo va se découper en deux parties. On va d'abord regarder les côtés négatifs et puis les vrais écueils que l'IA amène, et puis on essaiera quand même de finir sur quelque chose de plus positif et de regarder en quoi l'IA, par contre, va pouvoir apporter des solutions. Commençons directement. Effectivement, le problème qu'on a, c'est que nos enfants, ils sont les premiers à étaler sur ces outils, à utiliser les LLM, et puis bah, voilà, ils se sont dit, tiens, ChatGPT, si tu voulais bien me faire mes devoirs, ça m'arrangerait. Donc on est entre le fast-food, enfin on part du fast-food pour aller vers le fast learning. Enfin, est-ce que c'est vraiment raisonnable de se dire que les devoirs vont être faits par de l'intelligence artificielle? Peut-être qu'on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt de faire des devoirs à la maison en termes de justice, d'équité des différents élèves en fonction de leurs milieux sociaux. Moi, j'ai toujours été un peu contre les devoirs à la maison parce que c'est une forme de discrimination. Il y a des maisons, des familles dans lesquelles les élèves vont être accompagnés par leurs parents parce qu'ils sont disponibles, parce qu'ils sont à la maison, et puis il y en a d'autres où ça va pas être le cas. Donc au final, pour que tout le monde finisse par les faire faire par ChatGPT, superbe, bon bilan. Faut pas se voiler la face, hein. 80% des étudiants dans le monde ont déjà utilisé une IA générative pour un travail scolaire. Alors ça ne veut pas dire qu'ils leur ont demandé de faire tout le boulot, mais et justement c'est ce qu'on va voir, que le but ça va peut-être être de regarder ce que l'IA peut réellement apporter. Mais voilà, le chiffre il est énorme, hein. Ça vient du survey Chegg de 2025. Donc la vraie question c'est pas l'IA va-t-elle remplacer les profs? C'est un peu idiot comme question. Enfin, j'espère qu'elle est idiote comme question. Je me pose des questions, moi aussi, des fois, hein. Mais la vraie question, selon moi, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut encore apprendre, qu'est-ce qu'on veut encore apprendre et pourquoi on va l'apprendre. Puisqu'effectivement, peut-être que l'IA, elle va faire certaines choses mieux que nous, et est-ce que c'est toujours pertinent qu'on les apprenne? Il faut se poser cette question. Parce qu'au final, tout le fond de ma vidéo va tourner autour de cette question. Alors on va faire un état des lieux. L'IA dans l'éducation, si on regarde quelques chiffres qui sont très parlants, on en a déjà vu un, mais on va essayer de regarder ça un petit peu sur des parts de marché, le marché de l'EdTech, hein, la technologie pour l'éducation, et plus spécifiquement de l'EdTech IA, du coup. On vient d'un marché qui a été estimé, les premières estimations en 2022 à 6 milliards, et on considère que ces chiffres vont monter jusqu'à 50 milliards jusqu'en 2031, uniquement pour le périmètre de l'IA pour l'éducation. Voilà, on voit, hein, il y a une débauche de milliards dans le monde de l'IA, mais l'éducation n'est pas en reste, hein. On voit effectivement qu'il y a énormément de chiffres d'affaires qui va être mis en œuvre pour des enjeux d'EdTech. Je reviens un peu, hein, sur ce chiffre, les étudiants qui utilisent l'IA, 80%. Là où ça fait très peur, c'est qu'au final, moins de 20% des enseignants sont actuellement formés à l'usage de l'IA. Et là, on a un vrai problème. Ça veut dire que ça démontre le fait que les élèves se sont appropriés la technologie plus vite que les enseignants, et que les enseignants ne sont probablement pas suffisamment accompagnés pour vraiment gérer cette situation. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est de regarder un petit peu la géographie de tout ça. On s'aperçoit que, voilà, aux États-Unis, en Chine, en Inde, l'appropriation de l'IA dans l'éducation, elle est de plus en plus forte. Elle est déjà forte et de plus en plus forte. En Europe aussi, elle est un peu plus limitée, mais la Scandinavie est extrêmement en avance sur le sujet. Et puis par contre, on voit que dans une grosse partie du reste de l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, il y a un vrai retard sur ce genre de choses. On pointe du doigt des inégalités, on les re-regardera pendant cette vidéo. Donc,
D'abord, on va regarder les choses de façon un peu critique. J'ai préféré commencer par le négatif pour essayer de finir sur quelque chose de plus positif, de pas nous miner le moral, parce que c'était pas l'objectif de la vidéo. Encore une fois, l'IA n'est pas notre ennemi, c'est la façon dont on va s'en servir et la mettre en œuvre qui potentiellement peut être notre ennemi. L'IA, c'est juste de la probabilité, des statistiques. Les modèles LLM sont basés sur ce genre de choses. Est-ce qu'il y a encore de la conscience? Est-ce qu'il y aura jamais de la conscience? Probablement pas. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, on n'en est pas là, hein. Donc, la notion d'ennemi implique la conscience. Alors, le problème de fond, c'est la menace que ça peut avoir sur l'apprentissage profond, la capacité profonde d'apprendre quelque chose. Est-ce qu'on va continuer à apprendre encore ou est-ce qu'on va déléguer vers l'IA? Il y a vraiment quelque chose qu'il ne faut pas atteindre, c'est la suppression de l'effort d'apprentissage chez les élèves et même pour nous d'ailleurs. Le concept clé qui est caché derrière, c'est la notion de désintermédiation cognitive. Quand une machine fait le travail intellectuel à notre place, notre cerveau, qui est un muscle, il ne s'entraîne plus. Il n'est plus habitué à la démarche d'apprentissage. Et moins on fait l'effort d'apprendre, moins on peut apprendre. L'IA a ce problème qu'effectivement, si on ne l'utilise pas pour une démarche d'apprentissage, d'intégration intellectuelle, d'intégration de savoir, eh ben, c'est comme un sportif qui cesse de s'entraîner. Il aura plus du tout les mêmes performances. Notre cerveau, c'est un muscle et il faut continuer à le travailler. L'IA, mal utilisée, c'est exactement le phénomène de s'asseoir dans un fauteuil et d'arrêter le sport. Donc, qu'est-ce qu'en disent les chercheurs? Ils sont assez concrets et typiquement Roy Digger et Karpike, en 2006, ils ont fait un écrit qui s'appelle Testing Effect. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent l'effort de récupération mémorielle est essentiel à la consolidation des apprentissages. Le raccourci IA court-circuite ce processus. Donc, il nous dit l'IA, encore une fois, ils ne disent pas que l'IA est le problème. Ils disent la façon de l'utiliser et comme un raccourci à l'apprentissage est un problème. Donc effectivement, voilà, j'insiste, continuons à muscler le cerveau parce que si on le fait pas, on va vers ce que nous propose un film comme Idiocratie. Je vous encourage à le regarder. C'est pas le film de l'année, hein, mais ça a le mérite d'être drôle et moi je trouve que ça a le mérite de montrer ce que peut devenir une société qui devient complètement abrutie. Alors, est-ce que la calculatrice, elle a tué les mathématiques? Peut-être pas, effectivement. Peut-être qu'il y a. Est-ce qu'on est aussi bon en calcul mental? Est-ce qu'on est aussi bon depuis que la calculatrice est arrivée? On peut se poser la question. Mais là où on peut se poser encore plus la question, c'est finalement le cas du GPS. Le GPS, lui, on a l'impression qu'il a un peu neutralisé, tué le sens de l'orientation chez bon nombre de personnes. Ne généralisons pas. Et ne croyez pas que je suis en train de vous donner une certitude quand je dis ça. Juste, je veux qu'on réagisse à en quoi la technologie, dans un premier temps, et après, des technologies comme l'IA peuvent avoir un impact profond sur des choses que nous savions faire par notre propre intelligence. Se localiser sur une carte, effectivement, le GPS, il va le faire complètement à votre place. Donc ça neutralise un savoir qu'on avait à l'époque quand on était devant une carte d'état-major ou autre type de carte. Alors vous le savez, j'aime bien essayer d'illustrer avec des personas, donc bah voilà, je me suis dit tiens, le premier persona qu'on va regarder pour la partie un peu négative, c'est Lucas. Lucas, il a 19 ans, il est en BTS informatique, et on va voir ce qui se passe en ce moment pour lui, là, c'est 2 salles, 2 ambiances. Ah, et il est avec ses potes et tout, là, et puis bah, il le regarde, il fait franchement, pourquoi je passerais 3 heures à faire un rapport si ChatGPT me le sort en quelques secondes, voire allez, des quelques minutes, et en plus, quand je me débrouille bien à prompter, le prof, il y voit rien du tout. D'une part parce qu'il est pas bien formé, mais aussi parce que les IA s'améliorent et que plus ça va, plus on est capable de vraiment adapter correctement. Encore une fois, l'IA bien utilisée permet est un vrai accélérateur sur beaucoup de choses. Et il ne faut plus le nier. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui veulent le nier. L'IA, c'est un formidable outil. Mais là, notre Lucas, lui, c'est pas un outil, c'est une béquille.
Il lui a demandé de faire tout à sa place. Et par contre, ce que le système n'a pas fait, ce que le système scolaire, ce que le système, l'État n'a pas fait pour lui, c'est de lui dire euh, qu'est-ce que l'IA? Comment ça s'utilise? Personne n'a jamais expliqué à Lucas comment il fallait utiliser l'IA de manière critique. Ça, c'était l'ambiance avec les potes. Et puis, notre Lucas, il doit faire un stage. Et puis, là, notre Lucas, il arrive devant l'examinateur à l'entretien. Et puis, là, ça a été rapide, hein. Il a été démasqué assez rapidement parce qu'il sait pas évaluer si le contenu qui était généré c'était exact. Donc, finalement, il est capable de raconter des idioties parce que l'IA en a raconté pour lui. Une IA qui a halluciné. Ou de toute façon, il n'a pas fait travailler son muscle, son cerveau. Il n'a pas développé la compétence de structuration de la pensée. Et puis donc, effectivement, plus ça va, plus il a acquis de la dette cognitive. Et puis, il le paye, il va le payer encore plus tard, mais là, il commence déjà à le payer. Et puis là, il arrive devant l'entretien, et puis, il n'y a plus d'IA pour l'aider. Il est pas bien, Lucas. Il est vraiment pas bien. Alors, si on continue sur le sujet, oui, en plus, l'IA, elle va amplifier les inégalités. L'IA, elle va creuser des fossés éducatifs qui sont déjà malheureusement creusés par les cartes scolaires et les différentes qualités d'enseignement qu'on a autour même en France comme dans le monde, hein. Et on va avoir d'un côté il y a le paradoxe de l'accès. On va avoir d'un côté le monde développé qui a accès à une IA premium, qui a accès à des à des IA de qualité, qui a la connectique et l'infrastructure qui est nécessaire pour qu'ils puissent avoir des outils de qualité. Il y a malgré tout déjà des profs qui sont formés, qui vont sensibiliser à l'usage, qui vont accompagner à l'usage. Et puis de l'autre côté, on a tout le monde en émergence, les pays en développement. Il n'y a pas d'électricité stable. Alors à partir de là, déjà avoir une connexion, avoir de l'infrastructure, c'est déjà compliqué. Ils ont déjà un accès scolaire qui est compliqué, hein. Des fois, on a un ratio un prof pour 80 élèves. Ça fait pas beaucoup, hein. Quand on voit qu'il y a certains parents d'élèves qui se plaignent quand la classe de leur enfant fait plus de 25 élèves. Voilà, je pense qu'il faut relativiser. Il y a des pays où c'est un petit peu plus difficile. Mais donc, voilà, ça crée des inégalités. Faut pas croire que nous, en France, on est déjà à l'abri. Voilà, hein, les familles CSP+, voilà, ils ont les moyens, ils peuvent payer des tuteurs pour apprendre à se servir correctement de l'IA. Ils ont des infrastructures et des applications, Canmigo, des cours particuliers augmentés. Il y a l'usage de l'IA déjà rentré, et quand on peut payer, souvent on a des trucs un peu chiadés, quoi. Par contre, quand on va de l'autre côté, du côté des familles précaires, accès limité, smartphone partagé, oui, ça existe, hein, oui, vous êtes tous soit sur votre écran perso, soit votre téléphone, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a même en France des gens qui effectivement n'ont pas un accès personnel et inconditionnel au numérique, et leurs enfants, c'est un peu plus difficile. Pas d'abonnement premium, on peut pas se payer l'accès à la bonne IA qui va bien, c'est plus compliqué. Il y a un rapport de l'UNESCO de 2023 qui effectivement nous dit l'IA dans l'éducation risque de reproduire et amplifier les inégalités sociales existantes. C'est une réalité, c'est-à-dire que une technologie supplémentaire, elle ne peut que effectivement, par le coût de sa mise en œuvre et le coût de sa consommation, elle ne peut qu'amplifier si on ne fait pas les efforts, si on ne met pas les structures sociales dans les États pour les rendre accessibles à tout le monde, elle ne peut qu'effectivement augmenter les fractures. Il y a un autre problème gravissime de l'IA, au moins pour le moment, du moins pour le moment, hein, c'est ce que je veux dire, c'est la question de la vérité. Quand une IA commence à halluciner en classe, je dis pas qu'un instituteur, un professeur dit tout le temps 100% de choses exactes, hein. Des fois de temps en temps il a ses coups de fatigue, et puis peut-être qu'il y a des fois des choses qu'on a enseignées qui n'avaient pas été suffisamment vérifiées, ou peut-être qu'on l'a fait volontairement, mais en tout cas ça reste l'exception. Les IA mal utilisées, faire halluciner une IA, lui faire dire ce qu'on a envie et déformer les propos d'une IA, tout le monde peut le faire en claquant des doigts. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, on se retrouve avec un outil, la calculatrice, elle dit toujours la vérité. L'IA, non, ça, c'est pas vraiment le cas.
Il y a des exemples très concrets, alors pas forcément dans l'éducation, je suis plutôt allé piocher au niveau d'usage où on chercherait aussi la véracité, c'est-à-dire dans la justice. En 2023, il y a un avocat américain qui a soumis des jurisprudences inventées par ChatGPT à un tribunal. Il avait complètement délégué la recherche documentaire, effectivement, et c'est devenu extrêmement courant parce que quand même l'IA est très performante dans la recherche de ce genre d'informations, dans les recherches de jurisprudence. Voilà, je vous ai mis les références de l'affaire, hein, l'affaire Mata contre Avianca. Là, ça démontre qu'il faut quand même faire un tout petit peu attention. Et pourtant, on voit, c'est plutôt sur des métiers où on est avec un niveau d'études important, et malgré tout, on se fait avoir et on laisse circuler des fausses informations parce qu'on sait mal utiliser l'IA. Alors, imaginez chez des élèves qui ne sont pas encore formés à l'usage de l'IA. En contexte scolaire, maintenant, si on revient dans le contexte scolaire, un élève, il va citer une fausse étude scientifique qui a été générée par de l'IA, et effectivement, elle semble crédible. Le prof qui n'a pas été formé, il va pas détecter que c'est une fausse information, et il va faire suivre cette fausse information. Donc ça, c'est un vrai problème. J'avais fait une vidéo sur les fake news. Là, on est sur une mécanique de fabrication d'une fake news. Et cette fake news, quand elle est dans le contexte d'éducation, là, c'est encore plus grave. Parce qu'elle peut déjà être gravissime quand elle est diffusée dans notre quotidien et dans notre vie courante. Mais alors là, on est censé être dans le temple de la connaissance et du savoir, et de l'acquisition de la connaissance et du savoir. Alors là, c'est plus grave. Donc là, on a un risque systémique. Si l'IA devient la source de vérité, par défaut, parce qu'on considère que voilà, tout ce qui est dit par l'IA, c'est exact, qui va garder un esprit critique? On va prendre tout ce qu'on nous donne pour argent comptant. C'est un vrai problème, c'est pas qu'un problème dans l'éducation, mais voilà, ce problème systémique dans le cadre de l'éducation, il est encore plus grave. Alors, forcément aussi, je vais dresser un petit peu le portrait noirci de l'enseignant un petit peu du futur, le rôle de l'enseignant. Est-ce que les profs seront remplacés par l'IA? Alors là, si on en arrive là, c'est que je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire pour notre société, parce que il faut plutôt aller chercher d'autres aspects à l'utilisation de l'IA. J'y viendrai par la suite, hein, vers la fin de ma vidéo. Mais non, enfin, espérons que non. En tout cas, qu'est-ce que dit la réalité? Ce qu'on voit, c'est que nos enseignants, ils sont largement soumis à un burn-out. J'encourage tout le monde un jour à venir accompagner un enseignant dans sa journée de travail au contact des élèves, jeunes comme moins jeunes. Vous allez voir, ça reste quand même fatigant. C'est de la tension, c'est de la sursollicitation des fois de temps en temps, sollicitation par le contexte d'apprentissage, mais aussi par le bruit, par l'activité un peu de perturbation involontaire ou volontaire des élèves, mais c'est quelque chose d'extrêmement fatigant. Donc 40% des enseignants français déclarent être en situation d'épuisement. C'est compliqué, hein. Bon, le chiffre n'est pas complètement actualisé, j'ai pas réussi à trouver de source plus récente. L'avantage, effectivement, c'est que l'IA pourrait accélérer les tâches, mais est-ce que ça va être les bonnes tâches qu'elle va accélérer? On peut se poser la question. Et tout à l'heure, quand j'ai commencé sur le sujet de l'enseignant menacé, il y a un vrai risque de déshumanisation, excusez-moi, dans la relation pédagogique. Après, moi, je pense pas qu'on va aller à faire disparaître l'intérêt de l'enseignant. On verra que justement, il faut aller vers des schémas qui sont beaucoup plus vertueux. J'espère que l'IA ne remplacera jamais, et pour l'instant c'est le cas, elle remplacera jamais l'empathie. Elle remplacera jamais la passion transmise, avoir un prof qui est face à vous et qui vous explique les choses parce qu'il les vit, parce qu'il a envie de vous transmettre quelque chose. Une IA, elle en a un peu rien à faire. On lui demande, elle est très polie, hein. Elle est très polie, même pour vous dire que l'inverse de ce qu'elle avait dit, parce que vous lui avez dit de dire l'inverse. Elle est très polie, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il n'y a pas de passion. Il n'y a pas, le truc qui fait, ah ouais, moi je me rappelle. Moi j'ai eu des profs d'électronique numérique
qui m'ont épanoui, des profs d'informatique qui m'ont épanoui, et j'en ai qui m'ont moins épanoui. Mais c'est ça aussi. C'est aussi pourquoi je me rappelle de tous ces professeurs, pourquoi je me rappelle des cours qu'ils ont pu me porter. Par exemple, je me rappelle très bien d'une prof d'histoire géo qui nous racontait l'histoire. Voilà, je peux pas dire son nom parce que voilà, mais elle, si jamais elle suit ou qu'il y a quelqu'un qui la connaît, qui sait que j'ai été son élève, moi j'étais au collège avec elle, il y avait son mari qui était dans le même collège. Euh, j'ai passé des heures formidables à écouter l'histoire racontée par cette dame. Donc, vous voyez, et c'est fou parce que je pense que j'arriverai presque à ressortir certains cours. Je vais pas le faire, sinon on va un peu se digresser du sujet, mais la passion transmise, c'est extrêmement important. Et là, l'IA, elle peut faire ce qu'elle veut pour le moment. Jamais elle transmettra la passion. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps sur le sujet, mais voilà, moi je pense que il faut qu'on partage ces points-là parce que c'est ce qui défend la nécessité de l'homme dans le processus pédagogique. L'observation non verbale, bah oui, là je suis encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je sais plus pour la vidéo sur le recrutement, la caméra qui est en face de moi, elle a pas changé depuis tout à l'heure. Elle sourit pas, elle rigole pas. Pourtant, des fois, je fais des blagues, j'essaye d'être drôle, j'essaye de mettre un petit peu d'emphase dans ce que je dis. Elle s'en fout royalement. Bah ouais, mais l'IA, ça va être pareil. L'adaptation émotionnelle, effectivement, des fois de temps en temps, on voit un élève qui va pas bien et ainsi de suite. Bah, l'IA, elle va pas s'en rendre compte, elle va pas s'adapter pour essayer de rendre la journée plus facile à la personne qui est en face d'elle et qui est en difficulté parce qu'elle a une surcharge émotionnelle, parce qu'elle va pas bien. Et ça, pour le moment, l'IA, elle sait pas faire et moi, je pense qu'elle est pas prête de savoir le faire. Bon, on n'en reste pas sur tout ce côté négatif. Voilà, le but c'est pas de vous dire oh là là attention l'IA va sacrifier toutes les générations qui arrivent parce que l'enseignement va être terrible, mais voilà, il faut surtout pas que ce soit le cas. Donc on va regarder les choses de façon positive. Le saint graal de la pédagogie, moi je suis le mari d'une enseignante et je sais que ça fait partie aussi de ce qu'elle aimerait pouvoir faire, c'est la personnalisation. Être capable de s'adapter et de faire en sorte d'avoir une démarche pédagogique adaptative vis-à-vis des enfants qui sont en face de soi. Le problème, c'est qu'elle n'en a pas un, elle n'en a pas cinq, elle en a beaucoup plus que ça, et autant d'enfants, autant d'adaptations. Bah là, peut-être que l'IA peut faire quelque chose. Peut-être que du coup, effectivement, il va y avoir des besoins spécifiques et elle ne peut pas être derrière à apporter la petite finesse d'apprentissage nécessaire à l'étincelle divine pour l'enfant machin, pour l'enfant bidule. Ça va pas être la même, ça va pas être le même rythme. L'IA peut apporter des solutions là-dessus. Permettre d'enfin aller vers une école qui s'adapte à l'élève et non l'inverse. Et donc, ce problème, il est vieux comme l'éducation, hein, l'adaptabilité, la personnalisation. Notre problème, c'est, on a un programme, on a 30 élèves, 30 rythmes différents, un seul prof. Bah, résultat, l'enseignant, qu'il le veuille ou non, avec toute l'énergie qu'il va vouloir y mettre, il va enseigner pour l'élève médian. Il va pas pouvoir accorder le temps nécessaire aux élèves qui sont les plus en avance. Il a rien qui leur permet de les alimenter. Et puis, il peut pas non plus ramener tous ceux qui ont des difficultés. Donc, effectivement, il enseigne pour l'élève médian. Et bah, du coup, on a les enfants perdus et les enfants ennuyés. Et au milieu, il y a un petit canal. Alors, il n'est pas forcément petit, le canal, mais ce canal d'enfants qui sont dans le profil médian, bah eux, ça va, mais en même temps, ils n'ont pas non plus la capacité d'avoir les petits boosters, les petites étincelles supplémentaires pour justement, finalement, presque sortir de ce canal. Ce que l'IA change, ce que l'IA peut faire. On va regarder une promesse. Avant, même cours pour tous, évaluation normative, remédiation tardive, rythme imposé. Avec l'IA, si on sait s'en servir correctement, on peut aller vers des parcours adaptatifs individuels, où l'IA va être un complément dans la démarche pédagogique, pendant que l'enseignant s'occupe d'autres sujets ou apporte à d'autres personnes. L'IA peut être effectivement, si elle est construite dans une démarche d'appropriation et d'apprentissage, et non pas de fourniture bête de l'information, elle peut fournir cette possibilité de parcours adaptatif individuel.
Elle peut aussi donner du feedback en temps réel, c'est-à-dire même si le prof réagit pas, l'IA, si l'élève si cette IA est pensée dans une démarche d'éducation, elle peut dire non, non, regarde, tu te trompes, cherche par là. Il faut pas qu'elle donne la solution, il faut qu'elle emmène à trouver, à ce que l'élève trouve la solution. C'est faisable, ça existe déjà. Elle peut aussi être un acteur dans l'accompagnement de l'enseignant, dans la détection précoce des lacunes. Elle va être capable effectivement de donner du feedback aussi vis-à-vis de l'élève vers le professeur. Et elle va être cette solution d'adaptation, de personnalisation du rythme. Il faut qu'elle devienne cette solution. Si on veut regarder déjà des exemples concrets, je vous dis ça existe déjà, c'est ce qu'on appelle les IA socratiques. Il y a la Khan Academy avec Khan Migo. Et donc c'est des IA qui ne sont pas là pour donner la réponse, elles sont là pour poser les bonnes questions. Et en fonction de l'interaction qu'elles ont avec l'élève, elles vont s'adapter pour trouver la formulation de la question. Mais elles ne donnent pas la réponse. C'est donc possible. C'est donc tout à fait réalisable de créer des outils pédagogiques utilisant l'IA qui vont être un vrai complément à ce que va apporter l'enseignant. Et l'enseignant, il faut qu'il trouve effectivement une nouvelle place peut-être encore plus noble vis-à-vis de l'élève, c'est-à-dire remettre tous les aspects humains que j'ai évoqués tout à l'heure. On va y revenir. Alors mon deuxième persona, cette fois-ci, c'est la petite Tamara. Elle a 12 ans, elle est dyslexique, et effectivement, jusqu'à présent, elle avait du mal à suivre les cours, elle avait du mal à s'adapter, et puis ses profs et ses enseignants n'ont pas toujours eu le temps nécessaire à pouvoir l'accompagner au mieux. Et donc effectivement, l'IA va changer les choses pour cette petite Amara. Avant, elle nous le dit, hein, je passais des heures à lire mes textes et je me sentais nul. Maintenant, l'IA m'aide à structurer mes idées. Et j'arrive à écrire plein d'histoires super et ainsi de suite. Et puis elle commence à s'épanouir beaucoup plus parce que l'IA va lui apporter l'adaptabilité nécessaire pour que sa différence, pour que son léger différentiel par rapport aux autres ne soit plus perceptible et en tout cas pas un frein pour elle. C'est possible aussi, c'est possible. L'IA peut apporter ce genre de solution. Synthèse vocale et reformulation adaptée. Donc là, effectivement, peut-être que ça va changer les choses avec des capacités, avec des casques et ainsi de suite. Alors, faut pas que ça soit une isolation. Là, pour ça, c'est possible, mais ça va être plus compliqué. Ça peut pas être fait en permanence, mais on peut trouver des solutions sur des petits ateliers, sur des phases un peu plus individualisées d'enseignement ou des phases autonomes d'enseignement en s'appuyant sur des IA socratiques. Aide à la structuration sans faire à sa place. Je reviens sur l'aspect socratique. Des feedbacks bienveillants. Alors ce feedback bienveillant, voilà, ne rêvons pas, hein, ça reste quand même la bienveillance d'une IA. Oui, oui, tu as raison. Mais justement, là, le truc, c'est qu'il faudra faire en sorte, il faut que l'IA soit encore plus performante pour qu'on soit certaine qu'elle hallucine pas. Parce que sinon, elle ne va pas du tout répondre. Elle va au contraire prendre les défauts de la personne et être dans le contentement de ses défauts et l'exacerber sur ses défauts. Il ne faut surtout pas qu'on y aille sur ce schéma-là. Par contre, voilà, l'objectif, c'est d'améliorer l'autonomie. Et en améliorant l'autonomie, on construit de la confiance. Et on améliore, on reconstruit de la confiance. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, les chiffres, si on regarde un petit peu au niveau des chiffres, c'est quand même important. 15 à 20% des élèves présentent des troubles des apprentissages, dyslexie, TDAH, dyscalculie, et ainsi de suite. Effectivement, au quotidien, et les instituteurs pourront vous le confirmer, ils ne font sans cesse que détecter des enfants qui ont des problématiques et ils essayent de faire au mieux pour que malgré tout, ils puissent réussir. C'est extrêmement noble la fonction d'instituteur, de professeur, ouais, j'ai pas professeur des écoles, je continue à dire instit, de professeur, c'est extrêmement noble parce que c'est amener à l'apprentissage tous les profils, sans faire de distinction. Donc l'IA, c'est potentiellement notre futur meilleur outil d'inclusion scolaire qu'on n'ait jamais créé. Pour ça, il va falloir qu'on veuille bien l'utiliser correctement.
et qu'on forme les instituts et les profs à son utilisation. L'IA aussi, ça peut être un super moyen de désenclaver, de ramener l'apprentissage partout pour tous. Et là, les cas d'usage qui changent la vie, on va essayer de les regarder. Il y a déjà des choses concrètes. En Afghanistan, il y a des jeunes filles qui étaient interdites d'école et elles continuent à pouvoir apprendre via des applications d'IA offline. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des expériences aussi au Brésil, dans le Brésil rural. C'est-à-dire en Amazonie, où il y a l'utilisation de Duolingo AI pour apprendre l'anglais, alors que potentiellement il n'y a pas de professeur disponible. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Nous, on a notre vision française, européenne, de pays un peu plus riches que la moyenne, riches même, peut-être essentiellement si on regarde la moyenne globale, franchement riche, faut pas se mentir. Et du coup, on se dit, mais l'école, c'est normal, c'est un droit, c'est un devoir, enfin, oui, c'est normal. Non, non, c'est pas normal. Il y a des endroits où l'école, elle est absolument pas aussi accessible. Bah, l'IA peut apporter des solutions, dès lors qu'on voudra bien essayer de la généraliser. Encore une fois, revenons aussi hein, sur le territoire français, dans les zones rurales, ce qu'on appelle les zones de revitalisation rurale, et les possibilités des lycéens, des collégiens dans ces zones-là euh, étaient plus faibles. Et maintenant, effectivement, avec ce type d'outils, ils accèdent à des ressources qui sont similaires à ce que les lycéens parisiens peuvent avoir. Donc l'IA open source en éducation, il y a des choses qui sont possibles à mettre en place. Dans ma vidéo, mon cycle de vidéo, ma mini-série sur l'éducation, j'avais un petit peu parlé, peut-être pas assez de l'IA, mais effectivement on peut mettre en place de l'IA offline, l'IA open source avec Oliama, Liama, Mistral, pour faire ce genre de choses. Et ça peut tourner localement, ça peut tourner sur les espaces techniques d'enseignement. L'objectif, voilà, c'est surtout pas de voir disparaître l'enseignant, mais c'est peut-être, comme je veux l'identifier, je l'avais identifié sur tout plein de profils, d'aller vers l'enseignant augmenté. On avait vu le recruteur augmenté, là on va vers l'enseignant augmenté. On permet à l'enseignant d'aller encore plus loin, d'être encore plus performant, en lui simplifiant la vie, en prenant en compte la fatigue, la situation complexe que peut être l'enseignement. Donc l'IA ne doit pas remplacer le prof, mais par contre, elle va lui redonner du temps, elle va lui redonner du souffle, elle va lui redonner de la dynamique. Elle doit lui redonner de la dynamique, c'est pas forcément encore le cas. Ce que l'IA peut absorber, c'est des tâches chronophages, telles que par exemple des réponses aux questions récurrentes. Effectivement, l'élève, sur sa tablette à côté, il a un petit chatbot qui peut être un peu maîtrisé par l'enseignant. Il peut largement s'appuyer dessus pour faire de la correction de copies standardisées, gagner du temps sur ces corrections pour être plus dans la préparation que dans la correction. Il peut s'en servir pour faire des reportings, des tableaux de bord, de suivi des progrès individuels. Euh, il peut aussi s'en servir pour créer des supports différenciés, générer des supports. Moi, je me sers de l'IA pour améliorer le contenu, enrichir le contenu de ce que je fais. Je pars de mon idée, j'enrichis mon idée, je fais ma recherche, mais je ne m'interdis pas à l'usage de l'IA pour donner du relief, pour améliorer. Je m'en sers aussi pour faire des illustrations, parce que mine de rien, je suis pas graphiste, j'ai pas le moyen d'avoir un graphiste. Peut-être que j'aurais envie de le faire, peut-être que je me pose des questions. Ma fille me fait me poser des questions sur le fait que l'IA bouffe le métier de quelqu'un d'autre. Disons qu'elles sont pas belles, mes illustrations, faut être franc. Elles sont pas belles parce qu'elles sont pas faites par un graphiste, mais ça me permet de vous apporter quelque chose d'un peu plus enrichi. J'aurai les moyens, si la chaîne se développe, oui, je ferai l'effort de me dire un humain va avoir ce supplément de lumière dans ce qu'il va fabriquer et ce qu'il va produire. C'est vrai. Du coup, notre prof va gagner du temps. Et ce prof va pouvoir effectivement, et c'est un peu ma démarche, moi ce qui m'intéresse c'est le message que je vous fais passer plus que la forme de ce message. Et là on a la même démarche, c'est de se dire notre professeur s'est servi de l'IA, il gagne du temps, il peut aller plus loin, il peut aller sur l'approfondissement des sujets avec ses élèves, il va pouvoir
consacrer plus de temps individuel et spécifique à l'élève. Il va être dans l'accompagnement émotionnel, il va être cet acteur, cet interlocuteur de la phase émotionnelle de la démarche pédagogique. Il va avoir du temps pour faire des projets plus créatifs. Il va se lancer dans des trucs qu'il n'aurait jamais osé parce qu'il n'avait pas le temps de le faire. Et puis, il va aller vers de la pédagogie par l'expérience parce que du coup, il va pouvoir laisser les enfants, ses élèves, ses étudiants beaucoup plus être dans l'expérimentation et dans le test and learn systématique. On a déjà des choses qui sont concrètes, hein, des témoignages qu'on peut trouver quand on cherche un peu. Depuis que j'utilise Magic School AI, je prépare mes cours différenciés en 20 minutes au lieu de 3 heures. J'ai retrouvé du temps pour mes élèves. Voilà, tout ça, on est peut-être encore sur des choses qui ne sont pas assez concrètes, mais voilà, on peut trouver ce genre de choses, par exemple, sur EdSurge. Il y a les initiatives qui donnent de l'espoir. Quand l'IA, elle est pensée pour l'éducation et pas contre elle, qu'est-ce qu'on peut souligner? Effectivement, il y a la Khan Academy et Khanmigo, hein, cette IA socratique dont je vous ai parlé. C'est pas complètement de l'open source, mais bon, ça ne m'interdit pas d'en parler. C'est accessible gratuitement dans les écoles et donc dans les écoles défavorisées américaines. Est-ce que c'est accessible gratuitement partout? Je crois pas, hein, pour Khan Academy. En tout cas, ils ont fait l'effort de de le rendre accessible pour les écoles américaines. En France, on a l'IA Act en Education. Donc, le IA Act européen, il classifie les usages de l'IA en éducation. Et effectivement, pour le moment, il essaye de regarder tous les IA qui sont les usages qui sont à haut risque. Et il essaye de construire un référentiel d'obligation et de transparence. Et il est dans une démarche d'audit. Donc là, on n'est pas encore dans une phase où on se sert de l'IA de façon positive, mais on s'assure que l'usage de l'IA va pas avoir des actions préjudiciables fortes. C'est déjà un bon début. Je vous l'ai dit, en Scandinavie, ils sont un petit peu plus à la pointe que le reste de l'Europe. Et la Finlande, ça reste le modèle. Il y a une intégration déjà très forte de l'IA et des enseignants qui sont formés. Il y a une formation obligatoire à l'IA. Et il y a l'objectif de se servir de l'IA dans la démarche et non dans le résultat, dans cette approche socratique qu'on a déjà évoquée plusieurs fois depuis le début de la vidéo. Donc, et maintenant, on va regarder les pistes. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc, si on regarde ce qu'on peut faire dans les établissements, déjà, la première chose, ça va être de former les enseignants avant de déployer les outils, et puis de les former globalement à ce que peut apporter l'IA, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet. Il faut créer une charte d'usage de l'IA, mais il ne faut pas la faire dans une approche descendante. Il faut la faire dans une approche bottom-up, en écoutant les élèves, en essayant de comprendre aussi pourquoi ils l'utilisent. Parce qu'on a regardé, là, notre Lucas, au début, il le fait parce que moi, j'ai des enfants qui sont étudiants, lycéens. Je vois le temps qu'ils mettent à faire leurs devoirs. Je vois le temps qu'ils passent à faire certaines choses. Je comprends qu'à un moment, des fois de temps en temps, ils se disent il y a cette IA. Et c'est quand même malheureux qu'on en soit actuellement en France à un état de se dire oh là là, ils ont utilisé l'IA. Ouais, ils ont utilisé l'IA. Et heureusement, et moi je leur conseille de le faire mais par contre, je leur conseille de la démarche socratique, c'est-à-dire elle n'est pas là pour faire à ta place, mais elle est là pour t'apporter encore plus, t'emmener à rechercher encore plus loin que ce que tu aurais cherché par toi-même. Elle est là pour t'apporter une reformulation de certaines choses que ton enseignant a formulées d'une manière que toi tu ne comprends pas. Elle est là pour faire en sorte que même moi quand je t'explique parent, je te le donne d'une certaine façon, l'IA va te le réexpliquer d'une autre manière, de plusieurs manières différentes. C'est plus possible qu'un enseignant ait une approche très fermée vis-à-vis de l'intelligence artificielle. C'est pas parce qu'il n'est pas à l'aise avec qu'il doit interdire l'usage. Il ne faut pas interdire. Et par contre, effectivement, il faut évaluer la démarche et pas seulement le livrable. Il faut évaluer comment le contenu a été produit, qu'est-ce qu'il y a eu comme idée derrière, et pas se dire bah ouais, le livrable tu l'as fait avec ChatGPT. C'est plus ça ne peut plus marcher. Pour les élèves et les étudiants, donc
Là, il ne faut pas que nos enfants se trompent. Utilisez l'IA comme un interlocuteur, pas comme un faiseur. Comme quelqu'un avec qui on va parler pour construire et non pas quelqu'un qui va faire à la place. Plus on va être un senior, et c'est comme dans le vibe coding, j'ai parlé du vibe coding, j'ai une espèce de continuité sur les sujets que je traite sur l'IA, mais elle est logique en fait. Quand j'ai dit que le vibe coding était réservé à des seniors, et ben l'IA, elle est à réserver, dans son usage supplétif, à des gens qui ont déjà la connaissance. On ne doit jamais demander à une IA de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Par contre, on ne doit pas s'interdire de demander à l'IA de nous aider et d'accélérer la réalisation d'une tâche qu'on sait faire soi-même. Enfin, moi, je pense que si on respecte tous cette règle, bah, c'est beaucoup plus acceptable de laisser l'IA rentrer dans nos métiers. L'objectif n'est pas de remplacer des métiers, c'est d'améliorer, d'augmenter des métiers et d'en créer des nouveaux. L'élève devra toujours, il faut toujours, mais il n'y a pas que l'élève, il y a nous aussi, toujours vérifier, recouper, questionner ce qui a été produit par l'IA. Il faut que sur tout ce qui est fourni par l'IA, on y aille faire la recherche sur Google, sur d'autres sources pour regarder. Elle fait ouais, c'est bon, c'est bien ça. Je trouve une correspondance. Encore une fois, ça ne prouve rien parce que ce qu'on va trouver sur Internet, finalement, c'est ce qu'alimente les IA. Et des fois, si les IA disent pas la vérité, c'est parce que ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas bon non plus. Et donc, il faut recroiser, questionner aussi avec des personnes, avec ses enseignants. Il faut dépasser le simple résultat trouvé pour aller vers un partage. Et probablement, si tout le monde gagne du temps grâce à l'IA, on va trouver le temps de faire ce genre de choses. Et l'objectif, c'est comme on a dit qu'il fallait évaluer la démarche et pas seulement le livrable, il va falloir que l'élève explique son processus, explique comment il a construit, pourquoi il est arrivé à ce résultat-là, même avec l'IA, c'est pas grave. Et enfin, on va essayer de regarder du côté des politiques. Donc là, c'est réguler sans interdire. L'approche liberticide, elle est jamais bonne. Il faut trouver le cadre, le bon cadre d'utilisation. Il faut réadapter. Il faut aussi qu'on apprenne à admettre que ce qu'on a fait jusqu'à présent doit être challengé. Pas détruit, mais challengé. Il faut investir pour qu'il y ait de la formation et des formateurs, et que ces formateurs soient le plus compétents et donc eux aussi formés. Et il faut travailler et garantir l'équité d'accès aux outils d'IA éducatifs. Alors déjà, concentrons-nous sur notre pays, ce qu'on peut faire dans notre pays, puis après, charité bien ordonnée commence par soi-même, et on fera mieux globalement. La question philosophique finale, finalement, c'est celle que j'ai un peu posée au début, je vous l'avais dit. Qu'est-ce qu'être éduqué dans un monde où les machines peuvent répondre à tout? Si la machine peut répondre complètement à notre place, finalement, qu'est-ce qui est pertinent dans ce qu'on doit apprendre? Moi, ma réponse, c'est tout. Tout. Mais peut-être grâce à cette machine. Et de se dire, finalement, si on crée l'IA, si on fabrique l'IA, c'est pour nous emmener à être encore meilleurs, à être augmentés. C'est comme ça que j'aime bien le dire. Je vais conclure. J'ai fait peut-être une vidéo plus longue que prévu parce que j'ai fait pas mal de digressions, mais ce que je veux que vous reteniez de ma vision des choses, c'est qu'il n'y a rien de tranché. Il y a des questions, c'est des axes. Et puis l'IA en éducation sans cadre, c'est juste pas possible. C'est une autoroute sans garde-fou. Mais il n'y a pas de notion de déni. L'enseignement ne peut pas être dans le déni de l'IA, parce que sinon on a un énorme problème. Par contre, si on n'y fait pas attention, elle peut accélérer les inégalités, atrophier la pensée critique, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer au début, déshumaniser l'apprentissage, et si on la laisse s'installer sans ce contrôle, et ça sera terrible si on continue sur une approche du déni de l'IA dans l'enseignement. Si on la laisse s'installer sans garde-fou, sans vision pédagogique, ça peut être dramatique. Mais encore une fois, il ne faut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer. Si on l'ignore et si on laisse nos enfants dans notre pays être un peu en retard et puis qu'on continue à ne pas vouloir l'intégrer, à ne pas vouloir la considérer comme quelque chose d'inéluctable, on va laisser nos enfants au bord de la route. Et j'insiste, l'IA, elle est déjà là. Elle est là sur tous les domaines. Et la question, c'est pas est-ce qu'on doit l'accepter, mais c'est
comment on peut accompagner, comment on peut faire pour que nos enfants l'apprivoisent, déjà que nous on l'apprivoise, que l'ensemble des acteurs dans le parcours de nos enfants l'apprivoisent, pour les inclure, leur donner encore plus de chances, les différencier, leur donner encore un potentiel de chance supplémentaire, et puis les faire gagner en autonomie, les émanciper, et puis finalement les construire peut-être encore mieux que ce qu'on aurait cru possible sans l'IA. Le vrai enjeu, c'est donc bien ça, c'est de redéfinir ce que apprendre veut dire. Est-ce que c'est mémoriser des faits? Bah, l'IA, elle fait mieux que nous. Elle fait déjà mieux que nous. Par contre, comprendre, questionner, créer, empathiser, être un humain, en fait, c'est là que on doit se positionner. C'est là que l'humain est irremplaçable. Et c'est là que l'école doit concentrer ses efforts et que les enseignants doivent regagner du temps pour justement apporter cette part d'humanité supplémentaire. L'IA, elle nous pousse vers un défi d'humanité. À nous de le relever ou non. Alors voilà, je fais pas mal de vidéos sur le sujet de l'IA. Mon objectif, c'est pas d'aller sur des vidéos techniques, c'est plus d'aller sur des vidéos basées sur l'impact de l'IA plus que son fonctionnement. Vous utilisez l'IA pour vous l'expliquer, elle va bien vous l'expliquer. Maintenant, elle ne sera pas capable de vous expliquer en quoi elle est un élément de transformation radicale de notre société. Et c'est pour ça que je pense qu'il est utile d'avoir des vidéos sur le sujet. Merci, au revoir, abonnez-vous.